Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 364. Déjà, eh oui. Riposteuse, riposteur, je suis sûr que comme Nicolas Sarkozy, vous avez la banane. Regardez, ils font vraiment plaisir à voir, non? C'est le bonheur, ils s'aiment. Romance internationale sur fond de crise et pluie de dollars. Regardez, écoutez. Barack aime Nicolas, qui aime Angela, qui aime Gordon. Une love story planétaire des riches de par le monde. Alors, normal que Nicolas Sarkozy ait la banane, comme il l'a dit. Et cette banane, des gens heureux, il l'a communicative. Série donc de bananes en gros plan au G20. Tsunami de dollars déversé pour requinquer l'économie, qui elle aussi veut retrouver quoi? Qui? La banane, bien sûr. Florilège. Banane de DSK qui voit le budget de son FMI tripler. C'est le plus grand plan de relance jamais décidé. Banane de Gordon Brown. C'est un nouvel ordre mondial. C'est le jour où le monde s'est mis ensemble. Banane d'Angela. Compromis historique pour crise exceptionnelle. Banane de Barack Obama. Aujourd'hui, nous avons appris les leçons de l'histoire. Plus jamais de crise comme celle-ci. L'amour, vous dis-je, un monde de bananes. Le monde applaudit, ravi, ému. Le couple ressoudé que forment Angela et Nicolas qui valsent joue contre joue sur le pont fleuri qui enjambe les deux rives du Rhin. Alors qu'Obama, cousin, que dis-je, frère américain et grand témoin du mariage, salue son Nicolas. Courageux sur tellement de fronts, si créatif et au leadership si extraordinaire. N'en jetez plus, le Rhin déborde. De Londres à Strasbourg, du G20 à l'OTAN, cette semaine, le monde et ses bourses sont grimpés au plus haut des cieux, Hosanna. L'amour, vous dis-je, un monde de bananes qui virevoltent et bat la chamade comme le cœur de ses dirigeants. Un rêve étoilé qui voudrait jeter la crise aux orties. Banane sur le monde qui a la gueule de bois et qui veut y croire. Regardez, vous avez vu les médias? Banane à la une des journaux. Banane aux infos de la télé. Feux d'artifice et pétarades. Champagne pour tout le monde. Allez, c'est ma tournée. Pas de banane par contre. Pour les patrons séquestrés, pas de banane non plus pour les chômeurs en colère, pas de banane enfin pour les manifestants anti-G20 et anti-OTAN. Alors, un mot d'ordre, s'il vous plaît, une banane pour tous et pour chacun, liberté, égalité, banane. Et regardez, la banane de nos invités. Pierre Lelouch, par exemple, le français, le député de Paris, le plus otaniste du monde, si j'ose dire ce néologisme. Hein. Banane pour Jean-Luc Mélenchon, hein, qui rêve à des jours meilleurs et à des lendemains où les citoyens ne seront plus pris pour des poires. Mais en tout cas, vous étiez, vous, à Strasbourg hier, hein, et vous nous raconterez comment ça s'est passé. Banane pour Jacques Attali, qui rêvait du temps des cerises et qui craint que les fleurs ne passent les promesses des fruits. Banane enfin pour Bernard Guetta, qui chaque matin nous distille le sucre et le miel de l'actualité. Mais avant d'évoquer ces amours croisés du G20 et du sommet de l'OTAN, nous recevons celui qui trouve la banane de Nicolas Sarkozy dure à avaler. Il l'a même trouvée, et je le cite, décalée et déplacée, et dit que les Français semblent plutôt redouter les pots de banane, celles qui font glisser sur le chemin de la vie. Pots de banane de la violence qui ne cesse de croître dans notre pays, pots de banane aussi au pays des socialistes, où l'on joue entre camarades parfois à des jeux taquins. Au risque de glisser, moi aussi, sur une peau de banane, je rejoins donc François Hollande, à la parole chiche ces derniers temps, donc rare, et j'ai entre deux bananes, bien sûr, un régime de questions à lui poser. Mais avant, quelques images pas trop sucrées, elles ont même un goût amer. Regardez. Tension extrême chez Continental à Clairoy. Séquestration des patrons de Sony France et de 3M. Les affaires de bonus et de stock options dans des entreprises en difficulté ont mis de l'huile sur le feu. Au volant du monospace, le directeur des ressources humaines de Caterpillar, après 8 heures de séquestration. Je crois qu'effectivement, il faut éviter des mouvements de violence. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de violence. La séquestration. Il y a un moment, une pression. Ils vont rester là, ils vont dormir là, afin qu'ils réfléchissent, parce qu'on ne peut pas flouer les salariés comme ça. On est prêt à aller très loin. Jusqu'où ? Bah écoutez, si on prend l'exemple d'Hanovre, l'usine a été complètement cassée. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste quand vous n'avez plus rien? François Hollande, merci beaucoup d'être là. Vous dites qu'est-ce qui reste? Alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à ces gens, visiblement désespérés et en colère? C'est-à-dire quoi? Tout serait donc permis? Ah non. Mais ce qui doit d'abord être obligatoire, c'est le dialogue social. Quand une entreprise connaît des problèmes d'activité légitime, qu'il y ait une restructuration. Quand elle cherche au contraire à maintenir ou même à agrandir son profit,
il peut être compris par les salariés qu'ils sont là les victimes expiatoires, la variable d'ajustement. Donc le premier préalable avant toute décision concernant l'emploi de ceux qui n'ont que cela, dont c'est la seule richesse, c'est d'engager un dialogue. Et c'est que les pouvoirs publics puissent être aussi derrière ceux qui sont les plus fragiles, pas derrière ceux qui sont les plus puissants. Alors je vais prendre quelques exemples. Il faut qu'il y ait une pénalité financière pour des entreprises qui licencient alors qu'elles font des profits. Il faut qu'il y ait une obligation. Cette pénalité financière. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'il y ait une sanction financière pour que l'équilibre économique, l'arbitrage qui est fait entre garder les salariés avec un coût qui est celui de leur salaire et les faire partir avec le coût du licenciement, eh bien, puisse être justement modifié. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une obligation de reclassement, de formation, de réindustrialisation sur les sites. Et puis, il faut qu'il y ait une compensation. Moi, j'ai dans mon propre département des salariés qui se sont fait licencier en Corrèze, une entreprise pharmaceutique qui leur a dit, bon, écoutez, c'est en juin 2010, c'est fini. Allez. On part. Et ils se sont battus pour qu'il y ait une compensation, une indemnisation. Ils ne demandaient pas grand-chose. Ils demandaient qu'il y ait plus que les seules obligations de la loi. Donc c'est aussi ça, mais quand la compensation. Quand c'est pas le cas, alors vous êtes pour, vous comprenez les séquestrations, par exemple celui du patron de 3e à Pithiviers? Je crois qu'on peut jamais admettre qu'il y ait une violence, mais la grève est aussi une forme de pression. La séquestration est une forme ultime et elle doit être envisagée pour les salariés. Oui ou non? Je pense que ça dépend de ce qui s'est passé. Quand il n'y a pas eu de dialogue, la seule façon de l'engager, c'est de retenir le patron. Je redoute que cette formule ne se généralise. Donc mieux vaut engager le dialogue, ouvrir des négociations et éviter qu'on arrive à ce type d'ultimatum. Je crois qu'on a quand même aujourd'hui une société qui doit lutter contre les violences. On en a partout. Et la première violence, aujourd'hui, c'est l'inégalité. Quand vous avez l'annonce d'un plan social d'un côté, des licenciements, et de l'autre, l'annonce de stock options, de bonus, de rémunération faramineuse, c'est une violence. C'est une violence que les victimes La première ressentent. de violence, c'est celle-là. L'autre est une réaction. C'est ça? Oui, elle n'est pas excusable lorsqu'elle prend des formes qui sont celles que j'ai vues à Strasbourg. C'est inadmissible. 300 interpellations. On va en parler avec Mélenchon qui y était. 300 interpellations. C'est inadmissible. Que ceux violence terrible, 49 blessés donc 15 policiers. Et donc, lorsqu'on a des moyens démocratiques de faire entendre sa voix, on n'a pas le droit de casser, de brûler, de mettre en cause la vie de policiers. Donc la violence, elle doit être condamnée. Mais pour que nous soyons exemplaires dans la lutte contre la violence, il faut que la société elle-même montre qu'elle est capable d'organiser un équilibre et un rapport de force. C'est tout le sens d'une politique. Et aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas cette politique de Nicolas Sarkozy depuis 2 ans. C'est qu'elle donne le sentiment, multiple d'ailleurs, de donner des privilèges aux mêmes et de ne rien concéder aux autres. L'exemple même, c'est le bouclier fiscal. Rendez-vous compte, dans le moment où nous sommes, lorsque c'est très difficile pour très grande majorité de nos concitoyens, il y a des chèques que le Trésor public signe de remboursement de contribuables qui ont de hauts revenus et qui sont bénéficiaires du bouclier fiscal. On leur signe des chèques de jusqu'à 300 000 €. Ils sont très peu. Mais rien que cet exemple-là est suffisamment choquant pour qu'on se dise il y a quelque chose qui ne va pas dans la politique économique et fiscale. C'est aussi la rémunération des patrons qui se fait par décret, non pas par loi. Vous auriez préféré, vous, une loi? Je crois que la loi aurait été préférable parce qu'elle aurait touché toutes les situations et qu'elle aurait donné lieu aussi à un débat, ce que d'ailleurs le pouvoir ne souhaitait pas. Mais moi, je ne suis pas là simplement pour dire une loi plutôt qu'un décret. Qu'est-ce qu'on voulait toucher? On voulait, nous, et moi, je voulais qu'on interdise purement et simplement les stock options. Ce mode de rémunération qui est en lui-même facteur de spéculation. Deuxièmement, je voulais qu'il y ait dans toutes les entreprises aidées par l'État un plafonnement des rémunérations. Et troisièmement, je voulais que l'on fasse sauter le bouclier fiscal parce que, je viens d'en parler, c'est une garantie pour les contribuables les plus fortunés qu'ils n'auront rien à payer de la crise. Donc je pense effectivement que la loi aurait permis d'introduire ces 3 garanties justement pour éviter les inégalités et donc la violence de la justice. La rémunération des grands patrons, Besancenot dit par exemple, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Hein, on attire l'attention comme ça. Vous êtes d'accord avec lui?
Écoutez, quand l'arbre n'est pas sain, vaut mieux déjà le mettre en cause. Je ne comprends pas très bien ce raisonnement en disant mais c'est jamais la bonne question. Si, il y a une question qui est posée, celle des hautes rémunérations. Il ne s'agit pas de dire on va éradiquer là tous ceux qui gagnent ça vous paraît quoi, la hauteur maximum, les 40 000 euros, vous êtes d'accord avec Estrosi, c'est ça? Je pense que ce qui avait été dit par Obama, puisque maintenant c'est la référence. Oui, c'est la référence, surtout. La vôtre aussi. 500 000 $ par an, oui. C'était le plafond des rémunérations dans les banques ou les établissements, entreprises aidés par les États-Unis. Madame Merkel a donné 500 000 €. Restons sur ces chiffres-là. Je remarque d'ailleurs que dans le sommet du G20, il n'y a pas eu l'évocation de ce plafonnement des rémunérations, voire des bonus. Mais pourquoi ne pas plafonner aussi la rémunération des cadres, par exemple? Alors vous qui considérez, si ma mémoire est bonne, qu'on est riche quand on gagne 4 000 €. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit il y a un moment où il faut que la progressivité de l'impôt joue. Et quand depuis maintenant 7 ans, il y a eu des baisses continues d'impôts sur les revenus les plus élevés, et que parallèlement, il y a eu une augmentation des contributions payées par tout le monde, la CSG, la franchise médicale, il est nécessaire de remettre de la progressivité de l'impôt. Quand je disais ça avant la crise, on disait quand même, vous vous rendez compte, François Hollande, il veut stigmatiser les plus fortunés. Mais aujourd'hui, moi je suis doublé dans la stigmatisation. Quand j'entends Nicolas Sarkozy s'en prendre aux patrons voyous, à ceux qui gagnent beaucoup d'argent, sans d'ailleurs rien changer aux règles fiscales, j'ai l'impression que j'avais été plus lucide que d'autres. Donc aujourd'hui, moi je ne demande pas la punition. Je ne conçois pas d'ailleurs une réforme fiscale sur le mode de la sanction, de la condamnation. Il faut qu'on ait un système fiscal qui permette d'abord d'être plus performant sur le plan économique. Par exemple, je fais une proposition pour les entreprises qui payent l'impôt sur les sociétés. Elles devraient moins en payer quand elles réinvestissent leurs bénéfices et plus en payer quand elles distribuent en termes de dividendes leurs profits. Donc je suis pour un système fiscal qui incite à la création de richesses et en même temps qui permette une redistribution qui fasse qu'il y ait une progressivité et que les plus fortunés, les plus hauts revenus participent à l'effort collectif. Sur ce plan-là, d'ailleurs, s'y échappe aujourd'hui. Sur ce point-là, Vincent Payon, sur notre plateau la semaine dernière, disait qu'il était prêt, lui, à payer plus d'impôts. Direz-vous, comme lui, que c'est ça, être de gauche? C'est pas de faire. Lui, il est prêt à payer plus d'impôts. Oui, mais très bien. Ce qu'il faut, on n'est pas là dans une posture personnelle. On n'est pas là à dire moi je suis prêt, je lève le doigt, je suis le premier. Vous ne le levez pas. Si, je dis il faut que ceux qui ont certains niveaux de revenus puissent payer davantage que ceux qui sont les plus fragiles dans notre société, qui sont touchés par toute forme de contribution. L'impôt sur la consommation, le prélèvement social, la fiscalité pétrolière, bref, et les impôts locaux, qui sont aujourd'hui très lourds pour les familles. Donc je suis pour une réforme fiscale d'envergure. Et on n'y échappera pas. Cette crise, elle ramène à l'essentiel. Qu'est-ce que doit être l'action des pouvoirs publics ? D'abord, l'éducation, la formation, on s'aperçoit que c'est notre seul capital aujourd'hui, et celui qui ne fait pas l'objet de spéculation. La seconde garantie, c'est la santé, parce qu'on voit bien que ça va être le grand enjeu des années qui viennent. Et puis, il faut qu'on crée plus de richesses. C'est tout le système qu'il faut revoir. Et enfin, qu'on leur redistribue cette richesse différemment d'aujourd'hui. On va parler avec nos amis là, du G20, mais vous, juste un mot comme ça. Vous vous moquiez des rodomontades de Nicolas Sarkozy une semaine avant le G20. Vous ne regrettez pas d'avoir dégainé si rapidement? Le G20 a été un succès pour vous? A-t-il été un succès pour vous? Le fait qu'il se soit réuni, qu'il y ait eu des conclusions communes, c'est une étape très importante. Ce gouvernement mondial qui est encore en ébauche, il est là. Alors, je regarde ce qu'il a prononcé comme avancée au G20 de Londres. Je constate qu'il y a une réglementation financière. Très bien, c'était une étape. Je vois qu'il y a une liste de paradis fiscaux. On verra bien ce qu'il en sortira en termes de sanctions. Et je constate aussi qu'on a renforcé les moyens du FMI. Mais je suis lucide, là encore. Un peu content. Un peu lucide, un peu content. Lucide et content. Oui, mais je préfère que ce sommet ait accouché d'une volonté que simplement d'une contradiction ou simplement d'une menace de le quitter prématurément. Vous êtes moins narquois qu'avant qu'il ait lieu. Mais je reste non pas narquois sur le sommet, je ne l'ai jamais été. Je considère que c'était très important de faire ce sommet de Londres. J'étais narquois par rapport à l'attitude du chef de l'État français qui disait, écoutez, si ça ne se passe pas comme je l'ai souhaité, je vais le quitter. Ce qui a entraîné la moquerie d'Obama, bien plus narquois que moi, qui a dit, vous voyez, il a été là le matin, le midi et le soir.
Donc je souhaite que pour mon pays, on ne se fasse pas simplement entendre pour ses menaces de quitter la table, mais pour sa capacité à ce qu'elle puisse produire une politique. Mais je suis aussi lucide sur ce qui manque dans la conclusion du G20. Rien sur la refonte du système monétaire international, alors qu'on dit qu'on va lutter contre le protectionnisme, mais on va maintenir des barrières monétaires. Rien sur la relance économique concertée, coordonnée. Rien sur l'apurement des banques, des comptes bancaires, donc des mauvais crédits, des crédits toxiques. Donc à partir de là, je vois l'étape, mais je pense que nous sommes au premier niveau et qu'il en faudra d'autres. Parlons un peu du temps de parole politique à la télévision. Il est divisé en 3 parties. 30% pour les membres du gouvernement, comme vous le savez peut-être. 30%, enfin vous, ça, je sais que vous le savez, vous, mais je m'adresse aux spectateurs. 30% pour les membres de la majorité et le reste pour l'opposition, c'est-à-dire en l'occurrence ici François Hollande par exemple. Alors le temps de parole du président de la République, lui, est décompté de ce temps de parole. Il est au-dessus de ses calculs et peut parler autant qu'il le souhaite. Alors vous vous battez, vous, depuis 2007, pour que cela change. Vous êtes prêt d'aboutir. Pourquoi ? Tiens, pourquoi d'abord ? Parce que, expliquez-moi le principe. Vous avez déposé une requête auprès du Conseil d'État. C'est assez simple. Moi, je le dis tous les jours, je connais. Mais nous avons un temps de parole à la télévision, l'opposition. Nous avons un tiers du temps de parole des personnalités politiques qui s'expriment. C'est la règle, je l'accepte. Les 2 autres tiers, c'est un tiers pour la majorité et un tiers pour le gouvernement. C'était ainsi que, jusque-là, les choses politiques vivaient. On a rajouté... Depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, ça ne vous a pas échappé, il est beaucoup plus présent, il en a parfaitement le droit, et il s'est même substitué au gouvernement. Sauf que son temps de parole n'est pas compté dans le temps du gouvernement et de l'exécutif. J'ai donc saisi d'abord le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour dire, écoutez, changez la règle. Maintenez la règle des 3 tiers, mais faites en sorte que le temps de parole du président de la République soit compté dans le temps du gouvernement. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel m'a éconduit. J'ai à ce moment-là fait un recours devant le Conseil d'État. Je n'ai pas encore la décision du Conseil d'État. Mais faisons attention. Vous Il y a eu espérez simplement le rapporteur public, celui qui est là pour dire le droit, qui a effectivement considéré que le temps de parole était fondé. La requête était non seulement fondée, mais légitime, puisque le temps de parole du président de la République devait être confondu avec le temps du gouvernement, sauf lorsqu'il s'exprime au nom de la France dans les instances internationales. Donc ça serait une victoire politique pour vous ? Ça serait une victoire politique. Et pour la démocratie ? Pour l'opposition, pour vous, sans doute, mais surtout pour la démocratie. Moi, je reconnais parfaitement, je ne suis pas là comme un mauvais perdant, en disant c'est terrible, nous sommes dans l'opposition, il ne faudrait pas que le président de la République s'exprime. Ce serait grotesque et ridicule. Donc il faut que le président de la République s'exprime. Mais il ne peut pas voir son temps comme ça, être considéré comme celui d'un arbitre. Il est aujourd'hui un acteur majeur de la vie politique. Autre question d'actualité, très rapidement, une courte réponse. Barack Obama a dit qu'il souhaitait l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai trouvé qu'il le faisait au lendemain du sommet de l'OTAN. Oui, ça ne vous a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé non plus. Et il le faisait comme si le sommet de l'OTAN et le sommet européen, c'était la même chose. Comme si, parce que c'était l'intérêt de l'OTAN que la Turquie soit dans l'Union européenne, il pouvait dire, puisqu'il avait fait céder la Turquie sur la nomination du secrétaire général de l'OTAN, maintenant, il faut que les Européens fassent un geste et acceptent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Donc je dis que là, oui, lui considère qu'il y a une espèce de confusion, que l'intérêt de l'Europe, c'est l'intérêt de l'OTAN et l'intérêt des États-Unis. Je respecte ce point de vue, c'est le président des États-Unis, mais ce n'est pas le président de l'Europe. Et c'est là que je pense qu'on peut comprendre que Nicolas Sarkozy a fait une vraie faute en entrant complètement dans le système de l'OTAN. Parce qu'il a lié le sort de notre diplomatie au sort de l'OTAN et donc à la décision américaine. Je pense que néanmoins, les Européens prendront une décision qui correspond à leur propre intérêt. Je rappelle qu'il y a une négociation qui est en cours. Vous êtes vous-même favorable à cette entrée ? Je pense que cette négociation n'a pas abouti. Et c'est au moment où il y aura des critères qui seront respectés ou pas que la Turquie rentrera. Mais ce n'est ni à Obama de le dire, Obama, ni à un chef d'État parmi d'autres d'en dire jusque-là ce que sera sa position. Obama s'est mêlé de ce qu'il ne le regarde pas, pour parler clairement. D'accord. Bien sûr. Il a pu d'autant mieux le faire, et il s'est senti d'autant plus autorisé à le faire que la France avait abdiqué de toute autonomie politique en rentrant dans le système intégré de l'OTAN. Si, comme Laurent Fabius, je reviens au Parti socialiste, là, vous êtes contre l'organisation de primaires ouvertes
pour désigner le candidat socialiste à la présidentielle de 2012. Vous êtes contre, hein, vous êtes déclaré contre. Ce que je pense, c'est que ce sujet-là, vous vous rendez compte, au moment où on parle G20, OTAN, crise sociale, radicalité que je vois pointe dans la société, mais des violences que je ne peux pas accepter, où la social-démocratie doit redéfinir son identité, doit montrer qu'elle a eu raison avant les autres, et notamment avant les libéraux, de mettre en cause le système dans lequel nous étions. Alors vous allez me dire, alors vous, qu'est-ce que vous pensez des primaires? Mais pour moi, les primaires, ce n'est pas le sujet, ça viendra, on verra dans Beaucoup 2 ans. de vos amis sont le pour les premier primaires. sujet, Ouais. c'est de dire exactement quelle est la réponse Les des Français socialistes sont pour les et des primaires. sociodémocrates dans la crise actuelle, par rapport à la situation internationale, par rapport à l'Europe. Et puis on décidera le moment venu, c'est-à-dire dans 1 an, dans 2 ans, de la manière avec laquelle on désignera notre candidat. Et moi, je vais vous dire, ma position elle est toute simple. On le désignera en élargissant le Parti socialiste, mais on ne le fera pas en faisant, comme aux États-Unis, une espèce de primaire dont on ne sait pas exactement le début ni la fin. Vous parlez encore comme un premier secrétaire. Je parle comme celui qui a envie que l'alternance vienne, et elle ne viendra pas simplement par des artifices, des procédures. On gagne une élection présidentielle parce qu'on a un projet, parce qu'on donne un sens, parce qu'on crée une mobilisation, parce qu'on a une stratégie de rassemblement, pas parce qu'on a un mode de désignation. Vous irez? Dans le projet, dans la stratégie de Non, rassemblement. vous vous présenterez au présidentiel en 2012. Ce que je dis sur les primaires, vous imaginez bien, je le dis pour moi-même. Je ne vais pas considérer que l'élection présidentielle elle se joue maintenant. C'est pas de la pudeur, c'est de la lucidité, là encore. Je crois qu'il faut avoir un moment le sens des hiérarchies et des importances. Aujourd'hui, le mien, c'est de contribuer à la réflexion sur l'identité du Parti socialiste, son projet, ses propositions, ses réponses, et pas d'ajouter une confusion de plus. Ça vous manque parfois, le Parti socialiste? Le Parti socialiste ne me manque jamais. Le premier secrétariat. Mais non, je l'ai voulu. J'ai voulu, après 10 ans, passer à sa tête, en ayant remporté des succès, connu aussi des déconvenus. J'ai voulu passer à une autre étape de ma vie. Je pense que c'est très important que Martine Aubry réussisse, et on essaye de tout faire pour l'y aider, parce qu'on a besoin d'un Parti socialiste fort dans ce moment-là. Et on n'a pas besoin d'une espèce de dispersion générale, de confusion qui rend finalement sceptique sur la possibilité d'une alternance. Moi, je vois tous les jours des citoyens qui me disent « Alors bon, vous y êtes à un moment, les socialistes, on a besoin de vous, on a besoin de savoir ce que vous allez penser, dire, proposer. » Et puis on verra, on a bien compris que vous aviez un problème à un moment de désignation, on fera en sorte qu'on vous y aide le moment venu. Merci beaucoup François Hollande. Je vais maintenant rejoindre mes invités pour notre débat. Non, ça m'aurait fait plaisir de continuer à discuter avec vous. Je vous remercie beaucoup. G20, OTAN, le nouvel ordre mondial. Mais d'abord, quelques images de cette love story internationale pour voir vraiment si c'est une vraie love story ou pas, si c'est un vrai grand succès ou pas, ce G20 et cette entrée de la France dans l'OTAN. Regardez. Merci François Hollande. Je lui fais confiance. Je fais confiance à sa parole, et puis je fais confiance à son intelligence. Je salue le leadership du président Sarkozy. Il y a eu des moments un peu de tension, mais jamais, honnêtement, nous n'aurions pensé obtenir un accord aussi large. L'Amérique ne peut pas affronter les défis de ce siècle seule, et l'Europe ne peut pas les affronter sans les États-Unis. Nous sommes de la famille. Nous sommes dans la famille. Nous sommes des alliés. Nous sommes des amis. Messieurs, merci beaucoup d'être là, vraiment. Et vous avez vu une love story, quelques images comme ça de cette love story de cette semaine extraordinaire. Alors, Jacques Attali, au lendemain du G20, vous compariez, je vous cite, les chefs d'État à des membres des alcooliques anonymes, qui à la fin d'une réunion s'offrent un dernier verre pour la route, rien que ça. Nous avons encore, nous, là, sur ce plateau, toute notre sobriété. Expliquez-nous. Non, ça fait longtemps que j'ai fait cette métaphore. Vous réagissez. Ça fait longtemps que j'ai fait cette métaphore parce que je crois que nous sommes en route vers un gouvernement mondial qui a commencé depuis longtemps, et il le faut, et on va y arriver. On mettra peut-être un siècle pour y parvenir, on va y parvenir. J'ai dit que depuis septembre, que se réunir à Londres, qui est le cœur de la fraude fiscale, de la spéculation, de toutes les turpitudes qui ont causé la crise, c'était se réunir en alcoolique anonyme souhaitant se désintoxiquer dans un bar à vin.
Et pour continuer la métaphore, j'ai dit en effet que cette réunion, c'était des alcooliques anonymes qui avaient pris très bonne résolution, mais qui avaient pris un dernier verre pour la route. Parce qu'en réalité, quand on regarde bien ce qui s'est passé dans cette réunion, il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer la mise en place des instruments du futur gouvernement mondial, qui va mettre encore très longtemps. Et puis il faut distinguer aussi, à part ça, la politique que va appliquer ce gouvernement mondial, tel qu'il s'est décidé à Londres. Alors, les instruments qui ont été décidés sont excellents, mais très partiels. Extrêmement peu de choses. Extrêmement peu de choses sur le contrôle des vrais paradis fiscaux, qui sont Londres et les États-Unis. Extrêmement peu de choses sur le contrôle des banques. Et en particulier, on veut parler de l'OTAN, mais il n'y a pas de système de contrôle, de FBI, si pour prendre des métaphores simples, mondiaux sur la finance. Il n'y a rien, aucune police de la finance mondiale ne se met en place. Zéro, rien. Et il y a des règles extrêmement abstraites qui sont mises en place. Ça, c'est les instruments qui sont extraordinairement faibles, embryonnaires, mais très faibles. Et deuxièmement, la politique mise en place, c'est là où j'ai parlé d'un dernier verre pour la route, parce que la crise, elle est causée par trois causes. Trop de dettes, des banques qui spéculent et des comptes truqués. Trop de dettes, on en ajoute. Des banques qui spéculent, je peux rentrer dans les détails techniques, mais on va y rentrer certainement dans les jours qui viennent. Mais l'articulation entre la décision de changer les règles comptables et le plan Geithner est une machine énorme à faire des spéculations et des profits énormes pour les seules banques américaines. Pour vous, c'est un échec, ces G20. Ne caricaturons pas. Je n'ai pas dit que c'est un échec. J'ai dit que c'est un début d'une route extraordinairement incomplet et qui fait porter sur les générations suivantes. Parce que cette relance, plus ou moins réelle ou fictive, où on ajoute des choux et des carottes de 5 000 milliards, personne ne sait comment on la finance. Ces protections contre la spéculation financière, il n'y en a pas. Et enfin, dernière chose, les grands spéculateurs qui sont le système anglo-saxon va être le grand vainqueur de la politique suivie par le gouvernement mondial tel qu'il est dessiné. Alors, vous venez d'entendre Jacques Attali. Comment vous réagissez les uns et les autres du scepticisme, de la prudence, du scepticisme. Moi, je suis heureux de ce que vient de dire Jacques Attali, parce que je suis plus pessimiste que lui, ou plus réaliste, je ne sais pas. Je pense qu'il y a deux aspects à cette réunion. Premièrement, c'est une manifestation de la toute-puissance des États-Unis d'Amérique. Tout le monde a l'air d'oublier que le G20 n'a rien de légitime. Il y a un organisme des Nations Unies qui s'occupe du développement et du commerce qui s'appelle la CNUSED, où tout le monde est là. Là, il n'y en a que 20 qui donnent des ordres au reste de la Terre entière, qui prennent par exemple des décisions sur le FMI, alors que ces décisions vont être exécutées par 185 autres pays qui ne sont pas là. Donc la toute-puissance des États-Unis d'Amérique, que ce soit à Londres ou que ce soit à l'OTAN, c'est la même chose. Et deuxièmement, le verre pour la route, il faut bien écouter ce que vient de dire Jacques Attali. Non mais attendez, c'est énorme. Des tas de gens ont chanté victoire. Qu'est-ce qu'on a décidé au bout du bout? Des mots, de maintenir les marchés ouverts, la libre circulation des capitaux, et on injecte 1000 milliards qui n'existent nulle part, et on ne commence donc pas à régler la première crise, la crise centrale qui est la monnaie de référence est le dollar. Le dollar n'est plus assis sur aucune valeur matérielle depuis 1971. C'est un peu technique à dire, mais on vient de réinjecter 1000 milliards qui n'existent pas, sinon par la décision de faire semblant de croire qu'ils existent, et on les met dans le circuit. Par conséquent, moi je vous dis les choses, après le sommet, la situation est pire qu'avant, d'autant qu'on a tellement crié victoire que quand les gens vont se rendre compte que tout ça ne mène nulle part, la légitimité des décisions publiques aura encore baissé d'un cran, le scepticisme aura augmenté. Par conséquent, un triste week-end. Triste week-end pour vous. Ah, clair. Pierre Lelouch. Bon, je trouve que M. Mélenchon est totalement excessif, mais ça, il a l'habitude. Dans les critiques ça, c'est une belle démonstration de Jacques Attali, je trouve qu'il y a des choses justes. On peut toujours espérer qu'on aille au bout de la régulation. Je lui demande, puisqu'il est historien, d'avoir une perspective historique. Quand Nicolas Sarkozy a demandé la tenue d'un sommet de ce genre sous présidence française il y a plusieurs mois, il n'y avait rien. Il y avait zéro régulation au niveau international du tout. Et là, on les leçons de 1929, en 1929 non plus, il n'y avait rien. Les Américains ont pris quelques mesures législatives internes, notamment interdisant aux banques de dépôt de jouer au casino, ce qui a marché jusqu'à Reagan. Ce qu'on n'a pas interdit cette fois-ci, voilà. Encore une fois. Non, mais le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire la décision de séparer banque d'affaires et banque commerciale, n'a pas été prise cette fois-ci. Je n'ai pas interrompu. Je voudrais dire que, quand même, un certain nombre de choses ont... D'abord, le sommet s'est tenu, ce n'était pas évident, à 20. Que ce soit tenu, c'est un succès. Il s'est tenu dans un format qui représente l'ébauche de ce fameux gouvernement mondial. On est en train de changer de monde, et donc on acte l'arrivée de très grandes puissances dans le système, à commencer par la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et d'autres. C'est le début de quelque chose.
Il y a un début de quelque chose sur les agences de notation, qui sont à la fois juges et parties et qui sont à la source du problème. Il y a un début de quelque chose sur les rémunérations et sur la rapacité. Des dirigeants, oui. Ah oui, mais écoutez, système complètement capitaliste, sauvage, précédent, il y a un début de choses. L'affaire des paradis fiscaux, je le sais de l'intérieur, si j'ose dire, mais ça a été raconté dans le Financial Times, montre à quel point ça a été difficile à obtenir par le président français dans les 10 derniers... Il a vraiment demandé, il a menacé de partir en disant, si vous voulez être complice des trafiquants de drogue... Ce que François Hollande appelait une rodomontade oui, non, mais de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai trouvé qu'il y allait lui aussi un petit peu fort. Et il a obtenu ça. Et bon, alors après, il y a une clause de revoyure au mois de septembre. Je suis d'accord. Bien sûr que tout ça pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est le début d'un processus. J'ajoute, pour être complet, le sommet du G20, pour moi, qui vit le sujet de l'Afghanistan et du Pakistan... Et Monsieur Afghanistan. Oui, mais il y a eu quoi dans tous ces jours? Il y a eu une conférence à Moscou sur l'Afghanistan et l'Asie centrale, qui est extrêmement importante, puisque déjà les Iraniens étaient présents, et déjà se manifestait une prise de conscience de la communauté internationale que ça, c'est l'épicentre de la guerre du monde. C'est très important. Il y a eu une conférence à La Haye, juste avant Londres. 89 pays se sont mobilisés pour dire il faut qu'on s'occupe ensemble de cette région, encore une fois avec la présence de la Chine, de l'Iran et de bien d'autres nations. Le G20 a commencé à traiter l'affaire financière, ensuite il y a eu l'OTAN. Donc, Monsieur Moati, vous êtes journaliste, c'est totalement votre droit de mettre des petits cœurs et d'ironiser. La bonne nouvelle, au milieu de cette crise financière mondiale qui est la plus grave depuis 1929, au milieu de cette affaire pakistanaise, nord-coréenne, c'est la même chose. Les deux, comme vous le savez, sont liés par un pacte. Je te donne la bombe, tu me donnes des missiles. C'est ça ce qui se passe en ce moment. Au milieu de cette chose qui menace vraiment la paix du monde, il y a un début de prise de conscience. On n'est pas au gouvernement mondial, mais moi je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain, ni je caricaturerai avec des piqueurs. Je pense que c'est un début. Il y a énormément de travail, c'est très difficile à faire. On est plutôt sur la bonne voie qu'avant. Bernard Guetta. Hors caricature, évidemment. Mais alors, la chasse aux paradis fiscaux, les décisions qui ont été prises au G20, le fait qu'il soit tenu, ce G20, c'est pour vous aussi un succès en soi, les décisions qui ont été prises, tout ça dit? Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai très souvent le sentiment en ce moment de me trouver 20, 22 ans en arrière quand j'étais correspondant à Moscou. À l'époque, c'était la perestroïka. À l'époque, Gorbatchev lançait de grandes réformes. Et à l'époque, la plupart des spécialistes du monde communiste, de l'Union soviétique, disaient « mais des mots, des demi-mesures, des tiers de mesures, des dixièmes de mesures ». Ils n'avaient pas tort, d'ailleurs. C'est vrai que ce n'était que des mesures partielles. Mais dans ces mesures partielles, qui voulait bien ouvrir les yeux voyait un changement d'orientation. L'orientation n'était plus la même. Je ne dis pas qu'à l'époque de la perestroïka, Gorbatchev d'un coup a instauré la démocratie en Union soviétique, et je ne dis pas du tout, certainement pas, que le G20, jeudi dernier, a instauré une économie stable, sûre, socialement juste, encore moins, etc., etc. Non, bien sûr que non. Mais on a changé de direction. Si vous me permettez, une expression, je crois que nous sommes sortis, en fait, pas spécifiquement jeudi, mais depuis quelques mois, depuis quelques semaines, nous sommes en train de sortir de 30 décennies d'ère libérale, dans lesquelles le marché était le marché roi. Le marché était supposé savoir d'instinct, à l'estomac, prendre les meilleures décisions pour le bonheur de tous, etc., etc. On voit ce qu'il en est advenu, naturellement. Je peux vous interrompre 3 secondes ? Mais bien sûr, certainement. Excusez-moi, est-ce qu'on va vers cette moralisation, entre guillemets, du capitalisme dont pas du tout. Je voudrais comprendre. Je vais poursuivre. Non, j'avais pas terminé quand il m'a interrompu. Quelques phrases. C'est pas du tout une question de moralisation. Ce n'est même pas une question de bonne volonté. C'est tout simplement que les conditions économiques et les rapports de force ont tellement changé que sauf quelques aveugles sourds, chacun
est obligé, y compris à Wall Street, de reconnaître qu'il faut d'autres mesures. C'est pas ce qu'a dit Jacques Attali au début. Ce n'est pas ce qui a été contradiction avec Attali. Écoutez, ce n'est pas ce qui a été décidé. Je veux quand même faire remarquer. Pour l'instant, nous n'avons qu'un texte disponible, celui qui a été traduit. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, 4 jours après, vous êtes tous très assurés. Ceux qui lisent l'anglais, je peux comprendre qu'ils soient rassurés. Mais les autres n'ont qu'un texte, celui qui est paru dans Le Monde. Ce n'est pas ce qui a été décidé. Ce qui a été décidé, c'est de maintenir ouverts les marchés, de ne pas faire de protectionnisme, de continuer à déréguler et de faire les réformes structurelles. Et de plus, alors que tout à l'heure Attali l'a très bien dit, à la racine, nous avons un problème de la dette, on autorise le FMI, qui jusque-là n'avait pas le droit de le faire, à lui-même emprunter. C'est-à-dire qu'on va mettre une masse gigantesque de capitaux fictifs sur les marchés. Là-dessus, vous nous dites, ah oui, mais les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, nous en étions à 4 d'évoquer, excusez, les grands paradis fiscaux, Costa Rica, Uruguay. Ça, c'est clair que c'était les grands paradis fiscaux de cette terre. Eh bien, ce matin, il n'en reste plus que 3. Tous les autres sont passés dans la liste grise au seul motif qu'ils ont dit qu'ils acceptaient de revoir leur législation et de coopérer. Alors, justement, voilà la vérité. Justement, sur les paradis fiscaux, Jacques Attali. Il y a 2 choses qu'il faut dire. D'abord, c'est qu'en effet, le grand vainqueur de cette réunion du G20, c'est le système bancaire anglo-saxon. Anglo-saxon, mais pourquoi, oui. Pour 2 raisons. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est exclu de la liste des paradis fiscaux, le trust britannique, la loi du Delaware, la loi du Nevada, toutes les lois anglo-saxonnes qui font de ces pays et de toutes leurs annexes, Bermudes, New Jersey, etc., des véritables paradis fiscaux. Ils ne sont pas et ceux-là, on n'y touche pas. Ils ne sont pas dans la liste, rien. Deuxièmement, et la Chine naturellement non plus. C'est ça l'accord, parce qu'en fait c'était un G20, mais en réalité c'était un G2. Mais enfin, c'est une autre. C'est-à-dire un G2 Les États-Unis et la Chine qui ont négocié entre eux. Tout. Ce qu'on appelle la chimérique, c'est ça? La chimérique, oui. C'est l'accord entre la Chine et l'Amérique. Deuxièmement, je m'excuse de rentrer dans un détail qui peut paraître technique, mais qui est extrêmement important. Le point crucial de cette crise, c'est que les banques n'ont plus de fonds propres, n'ont plus de capitaux. Et en gros, les encours bancaires mondiaux sont de l'ordre de 90 000 milliards de dollars, et les actifs des banques sont officiellement de 4 000 milliards au lieu de 10 000 qu'ils devraient être. Et en fait, ces 4 000 n'existent pas parce qu'ils sont investis dans des fonds toxiques. Ce qu'on a permis dans la réunion du G10, c'est de dire aux banques, vous les évaluez à la valeur fictive qu'ils avaient avant. Non, là, je ne vais pas comprendre. Je suis désolé. C'est terrible, je ne vais pas comprendre. Mais oui, mais c'est très important. La réunion a permis de dire aux banques et aux entreprises, vous évaluez les actifs dont vous disposez à la valeur fictive qui était leur valeur initiale et non pas leur valeur d'aujourd'hui. Donc, on admet... Vous savez comme moi... Comment vous allez nous faire comprendre ça? Parce qu'on considère que la valeur du marché est une valeur, disons, provisoire et qu'ils vont revenir à une valeur meilleure. Donc, en gros, pour faire court, les banques n'ont plus de fonds propres. De 2 solutions. Ou on espère que les fonds propres vont venir naturellement parce que la croissance va revenir. Oui. Ou on dit non, on ne peut pas prendre ce risque, et alors on va sortir les actifs toxiques et mettre du bon argent. Oui. En réalité, pour faire ça, il faudra avoir le courage de mettre du vrai argent dedans. Ça veut dire sans doute des nationalisations des banques, et qui auront lieu au bout du compte. C'est la thèse de la banqueroute organisée. Soit on attend en espérant. Et en réalité, pour faire très court, et je m'excuse, je vais être un peu caricatural, mais je suis prêt à expliquer en détail la formule caricaturale que je vais employer. Si ça marche, tous les profits iront aux banques. Si ça échoue, toutes les pertes iront aux contribuables. Non, mais attendez. Exactement. Bon. Oui. Mais comment on fonctionne dans ce cas-là les mauvais élèves? C'est moi qui vous le dis, vous ne le croyez pas. Mais je ne croyais pas ça, Mélenchon. Je pense qu'il y a dans ce que vient de dire Jacques Attali un mélange entre 2 choses. Comment est-ce qu'on sort de la crise bancaire? Est-ce qu'on crée un endroit pour mettre, comme on l'avait fait jadis pour Crédit Lyonnais, on crée une entreprise de défaisance, on met toutes les dettes toxiques et on fait en sorte que les banques redémarrent à zéro, si j'ose dire, avec une capacité de prêter et donc de faire redémarrer l'économie. Oui. Ça, c'est le problème des banques. Et puis, il y a le problème des règles de fonctionnement du système international. C'est ça qui était traité à Londres. Donc, Jacques Attali est en train d'instruire un procès contre l'incapacité des gouvernants de gérer tout de suite les banques. On essaye de le faire nationalement, les uns et les autres. Je vais juste expliquer la logique, le piège infernal dans lequel nous sommes tombés depuis 3 jours. Il faut bien comprendre l'articulation entre la décision qui a été prise et le plan Geithner. Il faut bien savoir ce que c'est. C'est-à-dire le plan du ministre des Finances américain. Le plan du ministre des Finances américain a été, quelques jours avant le sommet de Londres, disent vous pouvez racheter pour 0 ou pour 1 au fonds d'investissement, et en échange, vous allez avoir 8 d'argent du contribuable
qu'on va vous prêter pour que tous les profits aillent pour vous. Ça, c'est le système qui a été... C'est le système. C'est ce système qu'on a refait. Ce système aux États-Unis est critiqué par les Américains eux-mêmes et il est critiqué en Europe. C'est la cause même. Mais attendez, je crois que... Ça a été la cause même de la crise et on est en train de recommencer. Ça ne va pas aider à clarifier le débat. Non, mais je dis simplement... Si on met dans le même sens le plan Geithner, la faillite de Lehman Brothers par l'ancienne administration et les conclusions du sommet de Londres... Ça forme un tout. Historiquement, dans la même semaine, je vais prendre un autre... Je vais essayer de me retourner vers un collègue, parce que moi je ne comprends pas bien ce qui se dit là. Est-ce que vous pourriez, vous, essayer de me rendre ça plus compréhensible? Et par exemple, tiens, je vais vous poser... Vous voulez pas que j'essaye? Oui, je veux bien. Vous viendrez à la rescousse, mais d'abord... Je serai pas bon. Non, vous serez très bon. Mais allez-y, parce qu'ils sont très bons. Ils sont excellents tous les deux. Mais là, moi, j'ai du mal à comprendre. Donc, expliquez-moi pourquoi... Écoutez, je vais laisser la technique obscure aux techniciens clairs. Mais c'est tellement important. Non, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Mais je vous dirais simplement une chose. C'est que le monde aujourd'hui, pas seulement les États-Unis et la Grande-Bretagne, se trouve devant une urgence absolue, sans doute moralement détestable, mais une urgence absolue, qui est non seulement de sauver les banques, donc principalement les banques anglo-saxonnes de facto, puisque ce sont celles qui comptent le plus, mais pas seulement les banques anglo-saxonnes. Pourquoi? Parce que si elles font faillite, nous faisons tous faillite, et deuxièmement, si elles restent bloquées, l'économie reste bloquée, et nous sommes lentement, mais sûrement étranglés, mois après mois. Comment est-ce qu'on va sauver ça? Évidemment, avec des techniques, Jacques Attali a totalement raison, qui profiteront aux banquiers, naturellement. Les gagnants de la crise, ce seront les banquiers. C'est ce qu'a dit Jacques Attali. Et donc, il y a là, moralement, une situation inqualifiable, inacceptable, etc. Simplement, on va passer par là. Je suis le premier. C'est un parcours obligatoire. Obligatoire, rien n'est obligatoire dans la vie. Mais je ne vois pas bien... Je ne vois pas bien quel autre parcours on peut prendre. Mais c'est là que... Alors, non, mais attendez, Attali est d'accord avec moi jusqu'à présent, ça va à peu près. Oui, c'est une très bonne explication pédagogique. Il y a d'autres parcours qu'on finira par prendre, je pense. Les nationalisations. La première étape, d'abord, c'est de vérifier que si les banques reconstituent leurs fonds propres, ce ne c'est pas pour les profits personnels des banquiers. Si les banques reconstituent leurs fonds propres, c'est très bien pour l'économie, c'est nécessaire. Ça, c'est nécessaire. Mais il faudra faire attention, c'est là où le problème des rémunérations est essentiel. Il ne faut pas que la restructuration des fonds propres des banques aboutisse à la fortune du système financier. Donc aux dirigeants eux-mêmes encore. Et la deuxième chose, la seule façon de l'éviter, c'est soit un système de nationalisation provisoire, si on est idéologiquement contre la nationalisation, ou définitive si on considère que la banque est un service public, mais un système qui permette à ceux qui portent le risque, parce qu'aujourd'hui, qui porte ce risque énorme sur ce système? C'est les contribuables. Tout le système des plans qui ont été mis en place mettent en dernière ligne, le garant, c'est le contribuable. Donc il faut que le contribuable qui porte le poids soit celui qui ait une chance de participer au profit ultérieur. Jacques Attali, attendez. Je peux rajouter 2 phrases? Oui, mais après, Jean-Luc Mélenchon, j'ai une question pour Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je vous assure... On peut mettre un peu de politique là-dedans, il n'y a pas de problème. On va y venir, justement. Quand même. Justement, j'y venais. Dans la mesure où on va procéder à des mesures moralement injustes, le sauvetage des banques, qu'est-ce qui se passe dans la sphère politique? Eh bien, dans la sphère politique, les dirigeants des démocraties sont obligés, qu'ils le veuillent ou non, et peu importe, ils sont obligés, et ils vont le faire, d'injecter de la morale pour compenser cette immoralité. Et la morale, c'est quoi? C'est ce que vous voyez monter partout et dont vous parliez avec François Hollande tout à l'heure. C'est-à-dire l'exigence de limitation des revenus obscènes des patrons, l'exigence des financiers, non, des managers aussi, et évidemment l'exigence qu'il faut faire monter d'une redéfinition des fiscalités dans tous nos pays. Parce que les fiscalités sont devenues scandaleusement profitables, avantageuses aux riches, au détriment des pauvres. Jean-Luc Mélenchon, alors vous la voyez monter, cette moralisation, Non, mais moi, politiquement. Il faut qu'on choisisse le registre dans lequel on discute, parce que si on discute de la crise, j'ai entendu, c'est pas la peine de répéter, ça me laisse un peu de temps de parler. Si on traite de la crise telle qu'elle se présente à nous et qu'on part du raisonnement de Jacques Attali, bien. Donc la question à la fin, c'est comment on réorganise. Alors une solution consiste à dire on en remet des milliards pour que ça redémarre, même si c'est de l'argent fictif. Et si vous ne comprenez pas ce qu'est l'argent fictif, je vais vous l'expliquer. Tant que vous croyez que ce qui est sur votre compte en banque vous donne le pouvoir d'achat qui est écrit dessus,
vous êtes tranquille. Si tout le monde sort son argent en même temps pour aller acheter, il s'apercevra qu'il vaut 50, 100 fois, 200 fois, 300 fois moins que ce qu'il croit aujourd'hui. Tout le système repose sur le fait que la confiance fait que tout le monde ne se précipite pas pour le faire. Bien. Là, on vient de décider qu'en remettant beaucoup d'argent, ça va redécoller. Voilà. Il y a une autre solution. Pas de Mélenchon, vous ne l'écouteriez pas. L'autre solution... Mais qu'est-ce qui vous arrive enfin, Mais parce qu'il faut partir de la réalité matérielle dans cet argent bidon. Depuis 1971, la dette a explosé parce que les États-Unis d'Amérique disposent du droit de battre monnaie sans aucune contrepartie matérielle. Vous le comprenez, ça, Serge. Avant, pour $1, vous aviez une quantité d'or. Aujourd'hui, pour $1, vous avez un autre dollar et c'est tout. Et vous faites semblant de croire que vous avez quelque chose. Bien. La première tâche consiste à rétablir une monnaie de référence sûre et stable. Ça ne peut pas être le dollar. C'est pourquoi les Chinois et quelques autres ont proposé qu'il y ait une monnaie mondiale de référence assise sur une valeur de référence stable. Si on fait ça, les États-Unis d'Amérique ne sont plus les leaders du monde, raison pour laquelle ils s'y opposent de toutes les manières possibles. Deuxième argument politico-économique. J'ai fini, dans une seconde, j'ai fini. Deuxième argument politico-économique. À la racine de la crise, il y a la paupérisation massive de la population active, la concentration des profits en endroit. Les gens n'ayant plus sont invités à s'endetter. C'est ça la crise des subprimes. C'est des gens qui n'ont pas, qui travaillent et qu'on dit endettez-vous pour acheter votre maison. Et donc de dette en dette, toute la machine court après la réalisation un jour, on ne sait quand, de la réalisation matérielle de l'emprunt qui est fait. Voilà. Donc si on paye correctement les gens, on réamorce la pompe. Donc la deuxième solution à la crise, ce sont les droits sociaux, les protections sociales. Et de ça, pas un mot au sommet du G20. Pas un mot. Au contraire, ils ont dit il faut continuer les réformes structurelles, il faut continuer à flexibiliser, à libéraliser et à privatiser. Donc c'est pour ça que je vous dis, mais ça ne me fait pas plaisir de le dire. On ne moralise pas du tout pour vous. Mais bien sûr que non. Et en plus, nous marchons à la catastrophe. Attali ne le dit pas parce que c'est notre rôle à tous de faire semblant que ça va marcher. De dire, écoutez, on espère que ça marche. Mais aucun d'entre nous ne croit sérieusement que ça va marcher. Voilà la vérité. Pierre Lelouch. Bien. Eh bien, écoutez, après tout ça... Oui, mais c'est allez-y, plaidoyer alors. Non, mais tout mérite d'être dit. Ce que je crois, c'est qu'il faut remettre les choses, encore une fois, en perspective. Le sommet de Londres ne visait pas ni à faire de la redistribution façon Mélenchon, parce qu'il y a des systèmes sociaux très différents entre la Chine, l'Inde ou les États-Unis. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était d'aller à la demande de la France, je le répète, parce que c'est quand même... C'est une victoire pour Nicolas Sarkozy. Je pense que, franchement, aller dire qu'il fallait réguler, trouver des modes de régulation internationaux du capitalisme, il fallait déjà le vouloir, et il l'a fait. Ça, c'est Sarkozy. Il l'a fait. Oui. Je suis désolé, les Américains n'en voulaient pas au début. Il l'a obtenu de Bush. Obama l'a maintenu, le sommet, on l'a tenu. Et il y a un autre sommet de contrôle au mois de septembre. C'est pas si mal. C'est le début. C'est une victoire personnelle. C'est une victoire, j'allais dire, d'abord de lui, mais surtout française et européenne, de dire le système n'est pas régulé. Il y a un certain nombre de causes structurelles qui ont amené à cette faillite du système bancaire. Parmi celles-là, il y a la rapacité des dirigeants, il y a l'absence de contrôle par les agences de notation. Au lieu de trier entre les honnêtes et les pas honnêtes, les aventuriers ajoutent, parce qu'elles sont juges et parties, ajoutent à la confusion. Il y a un certain nombre de choses sur les paradis fiscaux qu'il faut gérer, et toutes ces choses-là sont dans l'accord de Londres. Alors, ça ne traite pas tout, ça ne traite pas de la sortie de crise financière, parce que là, les États sont responsables. Il y a ceux qui nationalisent, à commencer par les Américains. Il y a ceux qui prêtent, c'est ce que nous faisons en France. Nous prêtons de l'argent aux banques. Quand on prête l'argent du contribuable, et là on tombe sur le problème politique, justement mis en exergue par Bernard Guetta, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font de notre argent? Vous avez eu le scandale AIG aux États-Unis. Ils touchent 170 milliards de dollars du contribuable, qui n'a rien. 650 000 chômeurs de plus par mois aux États-Unis, et les types se filent des bonus. Même histoire en France la semaine dernière. On prête de l'argent du contribuable aux banques, et on s'aperçoit que les dirigeants financiers d'un certain nombre de banques, bien connus, plus un certain nombre de chefs d'entreprise, partent avec des parachutes. Et qu'est-ce qu'on leur fait? Obscène, en effet. Et là, le problème, on tombe sur un problème politique, alors qu'il y a plein de patrons, moi j'en connais plein dans ma circonscription, qui ne se payent plus, des patrons de PME, à qui le banquier va refuser de grandes entreprises. Quand on déclare la guerre aux patrons, entre guillemets, on est en train de dire... après, on tombe dans le Besancenot, mort aux patrons, guerre aux patrons, mais parmi les patrons, il y a les gars chez qui le banquier, moi je suis obligé d'intervenir pour des banques pour qu'ils aient
200 € de découvert. Ça existe à Paris aujourd'hui. Il y a des gars qui ne se payent pas pour continuer à faire vivre leur PME. Et puis il y a celui... des patrons de très grandes boîtes quand on dit les patrons, mais pas des patrons Monsieur de Guetta, là est le problème politique. Suivant le signal, la question qu'il posait tout à l'heure. Alors, la séquestration des patrons, c'est une bonne idée ou pas une bonne idée ? Et l'autre, Hollande, hésitait. C'est pas une idée. Je posais pas ça comme... Non, mais vous soutenez pas. Il posait la question. Non, mais c'est intéressant. Il mettait le doigt dessus, parce que si on amalgame tous les patrons, parce que tel ou tel se tire avec 30 millions d'euros, tous les patrons sont coupables, là on change de monde et on fusille notre société. Oui. Donc je dis aux politiques, attention, d'où l'histoire du décret, on a beaucoup attaqué sur le décret. Pas de loi, un décret. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'on exporte tous nos cadres, comme on exporte tous nos joueurs de foot, tous nos champions de bagnole et tous nos... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est dans un système où mais non, c'est pas une diversion. C'est tout à fait le sujet. Attention à ce que nous disons. Dès que je te parle d'acquis sociaux, elle a la réponse. Heureusement, notre pays est champion du monde en acquis sociaux. Un tiers du revenu en France est un revenu de redistribution. 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Il faut quand même le savoir, ça. On n'est pas dans un pays terriblement exposé comme les États-Unis, l'Australie ou les autres. Donc attention à ne pas lancer de signaux. Et c'est là que je regardais Hollande avec beaucoup d'attention, à la question, faut-il séquestrer les patrons ? Est-ce que vous justifiez, vous êtes un homme de gauche, justifiez les patrons ? J'ai pas entendu une réponse qui, moi, me convainc. On est dans un pays de liberté. Il a pas dit qu'il était... à la violence, du système, à Hollande, ce qu'il a pas dit. Je peux comprendre la violence. Non, il laissait entendre qu'il pouvait comprendre la violence. Si vous vous indignez de la même manière... Et moi, je trouve qu'il faut être clair. Quand on est un responsable politique, surtout à ce niveau, il y a la loi en France. Quand il y a des procédures, il y a des choses qui me choquent, moi, terriblement, encore une fois, dans ce qui se passe dans ces parachutes chauds. Tout ça me scandalise. Mais attention au signal que nous envoyons à l'opinion publique. On n'est pas, en 1917, on n'est pas en train de faire le Potemkin. Voilà. 3 remarques. La première, il faut donner acte au président de la République française qui, en effet, était à l'origine de ce G20. Merci. C'est vraiment remarquable. Il faut simplement noter que le premier a lieu à Washington, le second à Londres et le troisième à New York. Donc, le pouvoir, c'est lui qui a souhaité que ça se tienne à New York, le troisième. Le pouvoir appartient entièrement aujourd'hui encore New York, au monde anglo-saxon. Non, c'est New York parce que c'est l'Assemblée générale c'est adossé sur l'Assemblée générale des Nations Unies. Jacques Attali continue. Continue. Le vrai danger dans lequel nous nous trouvons, c'est que nous sommes en train de risquer de gaspiller une formidable occasion de croissance. Il faut bien voir que nous sommes en train de passer, peut-être à côté, de 30 années de forte croissance qui sont véritablement là devant nous à l'échelle mondiale. Il y a 30 années de croissance, très forte croissance démographique, des progrès techniques extraordinaires, un potentiel énorme qu'on gâchera si on laisse le système pas organisé. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, si on en reste aux décisions telles qu'elles ont été prises, si on ne les complète pas vite, c'est que cette formidable croissance va profiter uniquement à un petit groupe de banquiers anglo-saxons qui vont tirer des profits dans la façon dont la crise se déroule et dans la façon dont la solution de la crise se déroule. Quand on voit les décisions qui sont prises depuis hier, aujourd'hui, demain, pendant le week-end, sur la façon dont on gère ces différentes décisions, on voit apparaître des nouveaux fonds spéculatifs qui commencent à mettre en place des mécanismes pour prendre les bénéfices. Existé dans l'histoire humaine que des petits malins se servent de la régulation pour faire de l'argent. Les petits malins représentent aujourd'hui le tiers du PIB des États-Unis avec ça. Oui, mais c'est à Obama de faire le ménage chez lui. Alors, nous sommes aujourd'hui comptables de cela, parce que si ça fonctionne ainsi, il n'y aura pas de reprise. Et il y aura au contraire, c'est le scénario du pire, il y aura un accaparement par un certain petit nombre de gens de ces profits qui vont être retirés de la gestion de la crise. Et au bout de la route, je crois que c'est trop grave. Une hyperinflation mondiale. Je crois que c'est trop grave. Une hyperinflation mondiale. Écoutez, la crise est après pour vous. La crise est après pour vous, c'est une hyperinflation mondiale. Le risque, ça continue. C'est dépression, hyperinflation. Je vous ai dit tout à l'heure. Quasi-certitude. Serge, c'est ce que je viens de vous dire il y a un instant. L'hyperinflation mondiale comme résultat de cette injection de crédit massif sans contrepartie. Attendez, vous avez l'air de trouver normal, Serge Moretti et d'autres, le G20. Non mais, pardon. Non mais qu'est-ce que vous savez que je trouve normal? Je pose une question. Vous dites alors c'est un succès, etc. Interrogez-vous sur la légitimité d'un organisme qui réunit 20 personnes, 20 pays. Autrefois, c'était les ministres des Finances. Maintenant, on réunit les chefs d'État. C'est la première fois. On fait ça avec qui alors? Mais il y a un organisme. Je voudrais, attention, je veux attirer votre attention sur l'existence d'un truc qui s'appelle l'ONU.
Normalement, c'est à ça qu'on croit, nous les Français, d'habitude. Hein. C'est pas les réunions informelles de puissants. Et là, il y a un organisme qui est dédié à ça, qui s'appelle la CNUSED. Attali vient de dire il y a plus d'êtres humains qu'il n'y en a jamais eu de l'histoire. Donc il y a un potentiel il dit 30 de croissance. ans de croissance possible. Il y a une modification complète de la production qui est possible. Tout le monde parle d'une éco-économie. Pas la moindre référence dans le sommet du G20. Tout ça, on laisse de côté. Il y a un paragraphe très intéressant sur la croissance verte. Écoutez, Jacques, avec pas un mot de décision concrète quelconque, ni le moindre organisme mis en place. Donc, on passe à côté. On passe à côté des organismes qui existent. On se réunit à 20. On met de l'argent dans le pot qui n'a aucune contrepartie. Et après ça, on devrait terminer la discussion en disant il ne faut pas séquestrer les patrons. Et bravo, M. Sarkozy a eu un succès. C'est grotesque. Ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu qui se présente, du défi pour l'humanité. Et vous, tiens, à propos de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous êtes là, puisque Lelouch dit que Hollande n'a pas donné de réponse satisfaisante sur la séquestration, etc. Vous en pensez quoi? Vous, que c'est légitime? Eh bien, je ne sais pas. Si j'étais travailleur dans la boîte où on séquestre, il est possible que... Moi, je ne fais pas le malin. Je ne mets pas sur le même plan toutes les violences. La violence absurde qui consiste à tout casser et celle qui consiste à défendre sa peau. Et le jour où ces beaux messieurs et belles dames auront la même indignation à l'égard des mauvais traitements qui sont faits aux travailleurs quand ils découvrent que leur boîte est fermée et qu'on leur a rien demandé, le jour où ils s'indigneront de la même manière et où ils feront quelque chose, alors on aura le droit de s'indigner contre la séquestration. D'ici là, moi je ne m'indigne pas. Vous vous indignez pas, vous trouvez ça donc légitime au sens... Non, je n'ai pas dit ça. Attendez, c'est trop facile. Bon, alors voilà, on est ou pour ou contre, c'est ça Serge? La vie, il n'y a que noir ou blanc. Dans une démocratie, il y a des principes. Écoutez, je croyais que vous étiez un législateur. Je suis un législateur, je suis un républicain. Je suis un républicain, ça fait respecter la loi. Bon, oui, mon ami. Mais alors, on l'a fait respecter et on fait respecter la morale publique dans les deux sens. Or, pour l'instant, les gens sont honteusement floués. Je suis d'accord, mais n'allez pas honteusement floués. Vous étiez hier à Strasbourg. Oui. Ça cognait sec, si j'ose dire. 300 interpellations. J'ai pas eu le temps de voir, mais comme parlementaire, j'ai réellement l'intention d'interpeller sur les conditions dans lesquelles tout ça a été, 300 organisé. Mais non, mais attendez, c'était invraisemblable. Il y avait un endroit où on devait se réunir et on nous empêchait d'y aller. Moi, j'étais pas, je suis passé facilement, je suis parlementaire. On respecte ça dans ce pays. Oui, un parlementaire passe, encore heureux. Bon, c'est bien, mais c'était pas marqué sur votre tête, quoi. Vous aviez un cordon. Donc je vais au point de rassemblement et qu'est-ce que je découvre? Qu'on empêchait les gens d'y aller. Donc c'est absurde. Il y avait donc des affrontements pour aller à l'endroit écarté pour pas qu'il y ait d'affrontements. J'étais également à Strasbourg, bien sûr. Vous n'étiez pas au même endroit que moi, là. Non, j'étais pas au même endroit, mais... Non, vous étiez ensemble à Strasbourg, mais pas ensemble. Alors, ce que je voudrais savoir, ça a été violent, etc. Selon Barack Obama, la France... qui était là pour brûler, ils ont d'ailleurs détruit... C'est pas si important qu'on y passe 25 minutes. D'accord, mais dans la violence, il y a aussi des professionnels de la violence. Ça mérite d'être souligné. D'accord. Vous avez remarqué. Alors, selon Barack Obama, la France a joué un rôle extraordinaire, dans le leadership extraordinaire dans l'OTAN. Grâce au président Sarkozy, je le cite, courageux sur tellement de fronts. Alors, sans lui, sans son leadership, ce sommet du G20, etc., n'aurait pas eu le même truc. Bon, alors, et en même temps, en plein sommet de l'OTAN, la Corée du Nord lance un missile balistique, démontrant ainsi sa capacité à narguer et frapper l'Occident. Barack Obama, qui souhaite un monde sans armes nucléaires, a déclaré que c'était une provocation, etc. Bon, alors, je voudrais que vous fassiez un bilan, vous, Pierre Lelouch, de ce sommet de l'OTAN hier, qui serait... Et ce retour de la France dans l'OTAN, pour lequel vous étiez plus que favorable. Vous étiez un ardent défenseur de ce sommet dans l'OTAN. Nous exagérons. Et vous avez, là aussi, tout à l'heure, vous avez fait dans la caricature, champion du monde de l'OTANiste, etc. Mon livre, si vous le lisez... Oui, l'allié indocile. Oui, merci beaucoup. Mais si vous le lisez, vous verrez que ce n'est pas une espèce de vous êtes venu souvent ici sur ce plateau. Délire admiratif de l'OTAN. Je n'ai pas dit délire admiratif. Non, vous étiez mais un fervent défenseur. Parce que je pense que c'est l'intérêt de la nation. Notre intérêt national, c'est d'avoir des alliés en Europe, puis des alliés aux États-Unis. Demain, on aura probablement une alliance élargie à la Russie, parce que tous ces pays ont des intérêts stratégiques communs. Et l'un de ces intérêts stratégiques, c'est de se protéger contre le terrorisme de masse, c'est-à-dire des gens qui, demain, si jamais ils ont des armes de destruction massive en provenance de pays déstabilisés comme le Pakistan, possesseur de l'arme nucléaire, qui trafiquent avec d'autres pays assez dangereux comme la Corée du Nord, effectivement, il y a un danger. C'est pour ça que cette région du monde, qui est limitrophe de l'Europe et de la Russie, est une région clé sur laquelle nous devons travailler. Alors, l'important dans ce sommet de l'OTAN, c'est que j'ai vu une évolution très importante de la position américaine vers nos positions à nous. La fameuse review américaine des 3 derniers mois, elle accouche de quoi? Elle accouche d'une doctrine qui dit, bon, cette guerre en Afghanistan ne se gagnera pas uniquement par des moyens militaires, loin de là. L'essentiel, c'est la formation des forces de sécurité afghanes et le développement.
et une gouvernance acceptable. C'est là-dessus qu'on travaille. On travaille sur quoi? Sur le processus électoral, pour s'assurer qu'il y ait la démocratie. Là-bas, en Afghanistan. Je suis moi-même allé, la semaine dernière, à Kaboul, en prison, voir des journalistes emprisonnés. Donc on veut l'ouverture du débat démocratique en Afghanistan. On veut former la force armée, mais surtout la police. Et il demande qu'on envoie des afghane. hommes aussi là-bas. Mais nous allons le faire. 150 gendarmes, c'est un peu chiche. 150 Français, mais derrière, il y a la force de gendarmerie européenne, donc il y a plusieurs pays. Nous allons avoir j'espère, 400 à 500 formateurs qui vont prendre en main la création d'une gendarmerie afghane pour protéger les villages. Troisièmement, on va s'occuper de développement économique. L'une des raisons pour lesquelles les talibans sont remontés en puissance en dehors du Pakistan, c'est que malheureusement, depuis 7 ou 8 ans, l'aide internationale en Afghanistan n'est pas arrivée. On est aujourd'hui, moi j'avais dénoncé ça dans des rapports parlementaires, les 2/3 de cette aide n'arrivent pas en Afghanistan. Et quand ça arrive, c'est mal dépensé, il n'y a aucune coordination. Donc là, notre travail, c'est d'aider le coordinateur de l'ONU, M. Kayhaideh, et le gouvernement afghan. Mais vous êtes d'accord aussi quand Barack Obama dit l'entrée de la Turquie dans l'Europe, là, vous êtes d'accord aussi? Vous avez entendu la réponse de François Hollande. Il se mêle de ce qu'il regarde. Mais là-dessus, il est d'accord avec Nicolas Sarkozy, qui a répondu exactement ça aujourd'hui même à Prague. De quoi se mêle-t-il? Oui, ça c'est l'affaire des Européens. Il se mêle des grands équilibres du monde et la problématique de l'entrée de la Turquie dans l'européenne, c'est une question il a le droit d'avoir l'avis qu'il a, mais la décision est européenne. Qui intéresse les grands équilibres mondiaux, et il n'est pas anormal que le président des États-Unis se prononce là-dessus. Le président des États-Unis a toujours été, quel qu'il soit, quel que soit le président des États-Unis, a toujours été favorable et actif militant de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est pas nouveau. C'est pas du tout une position nouvelle. Pourquoi? Parce que ça correspond à la stabilisation de cette région. Je rappelle que la Turquie, ça va être 100 millions d'habitants, ça sera plus d'habitants que la Russie. C'est la porte d'entrée de l'Asie centrale où se trouve à peu près le tiers du gaz et du pétrole dont nous avons besoin en Europe. C'est un point essentiel de stabilisation. C'est même un problème d'eau absolument majeur. Je suis pour ma part très favorable à une stabilisation. La question, et à une entrée de la Turquie dans l'Union européenne. À terme, avec bien sûr énormément de problèmes à cause de ce décalage démographique. L'OTAN et le G20, c'est la même chose, d'une certaine façon, parce que ça fait partie de la naissance du gouvernement mondial. Mais toute la difficulté avec l'OTAN, je crois que c'est une difficulté qui n'a pas été élevée dans le sommet précédent d'hier, c'est que autant le G20 s'affiche maladroitement, avec les défauts que j'ai dit tout à l'heure, comme une volonté d'un gouvernement mondial, autant l'OTAN reste liée à son histoire, traité de l'Atlantique Nord. Qu'un rapport avec la police mondiale dont nous avons besoin, qui d'ailleurs se met en place. Mais on ne peut pas être les policiers mondiaux. Aujourd'hui, c'est pas la mission de l'Alliance. Aujourd'hui, alors, dans ce cas-là, elle n'a pas de raison d'être. Si, elle a une raison d'être, c'est de défendre nos intérêts de sécurité communs, c'est tout. Commun à la planète. On le voit bien, par exemple, de façon embryonnaire. Il y a un endroit très stratégique, qui est le golfe de Somalie, où aujourd'hui se passe où l'Europe agit, essentiel du commerce mondial. Bon, mais bien là, on a la marine police européenne. est faite par l'Europe. Non, la Chine aussi. Somalie. La Chine et l'Inde. l'Inde et les États-Unis. Mais nous avons proposé aux Indiens de nous rejoindre. Donc ça veut dire que progressivement est en train d'apparaître quelque chose qui devrait, à mon avis, être un substitut progressif de l'OTAN, dont l'OTAN peut l'être d'ailleurs. C'est-à-dire, si l'OTAN veut bien se changer de nature. Parce qu'aujourd'hui, le sommet en question de Strasbourg a parlé de tout sauf de l'essentiel. C'est-à-dire, quelle est la mission ? À quoi ça sert ? Voilà. À quoi ça sert ? Évidemment, la seule chose à quoi ça sert. Parce que l'OTAN qui serait contre l'OTAN, l'OTAN a été conçu contre l'Union soviétique. Je suis très heureux de voir que l'OTAN a été conçu contre l'Union soviétique. L'Union soviétique n'existe plus. Quand le pacte de Varsovie a été défait, il eût été logique de défaire l'OTAN. Ça, c'était la thèse de Mitterrand à l'époque. Vous pensez qu'il faut que ça se fonde. Et on a vu ce que ça a donné en Yougoslavie. Il faut que ça devienne. Mais c'est un point tout à fait important. Quand le pacte de Varsovie est tombé, il faut que ça devienne une police mondiale. Monsieur Attali était à côté de François Mitterrand. Il faut que ça devienne une police mondiale. Non, mais laissez-moi terminer. Pourquoi est-ce que l'OTAN a survécu ? Pour deux raisons. D'abord parce que les Européens en Bosnie ont fait la preuve de leur inexistence. Chirac est intervenu. Pendant 5 ans, on a regardé 200 000 morts les Américains à la télé. En Bosnie ont fait la preuve de leur stupidité politique. Deuxième raison pour laquelle l'OTAN a survécu, c'est que les Européens de l'Est se sont mis sous l'aide protectrice de l'Alliance parce qu'ils avaient encore peur de la Russie. Pourquoi vous êtes si violemment contre le retour de la France dans l'OTAN ? Pourquoi vous y êtes allé hier ? Je suis toujours sur le même principe qui était assez traditionnellement celui des Français. De la République française. C'est l'idée que la communauté internationale est représentée par un instrument qui s'appelle l'ONU. Bon. Par conséquent, cette même organisation... chose que pour le oui, ben c'est pas pareil. C'est lié. G20, OTAN pour vous aussi. Oui, mais ne sont pas liés, ce ne sont pas les organismes de l'ONU. Donc,
Moi, je crois que ma patrie doit être liée à une organisation légitime, l'ONU. L'OTAN est un système d'alliance qui présente d'abord une illégitimité historique. Il n'aurait pas dû continuer après que son objet, qui était protéger X alliés par rapport a sauvé les Bosniaques. Il a été question, s'il vous plaît, monsieur Lelouch, laissez parler et ne posez pas vos questions bidons qui a sauvé les Bosniaques. Certainement pas l'OTAN. Pas l'OTAN. Vous êtes une position de fauteur de guerre. Bon, je peux terminer. Oui, terminez. Donc, qui a été déjà, les Kosovars elle n'aurait pas dû continuer après que le pacte de Varsovie se soit effondré. On aurait dû se poser à ce moment-là la question de la constitution d'un nouveau dispositif de protection mutuelle à l'échelle du monde. On s'est posé. Voilà. C'est ce qu'a dit Jacques Attali. Voilà. Donc la conclusion a été que l'OTAN s'est survécu, sa bureaucratie militaire, le lobby militaro-industriel qui est derrière, a fait survivre cette énorme machine et l'a naturellement cherché à justifier son existence en provoquant en quelque sorte des raisons d'exister. Et il faut bien mesurer le danger que représente pour nous une alliance. Alors évidemment, quand on lit des phrases générales du genre « nous avons besoin d'alliés », qui est-ce qui est contre ça? Tout le monde est d'accord. Mais a-t-on lu ce point, qui est l'automaticité entre alliés? C'est écrit dans les statuts de l'OTAN à l'article 2. Il y a une automaticité. Regardez en Afghanistan, enfin. Mais quand un État de l'OTAN est attaqué, tous les autres... Mais n'empêchez pas de parler, bon sang. Non, mais c'est ennuyeux. Mais ne dites pas n'importe quoi. Doucement. Monsieur Mélenchon, moi je passe la moitié de mon temps en Afghanistan. Parlez-moi d'automaticité en Afghanistan. Si un pays ne veut pas y aller, il n'y va pas. Si un pays ne veut pas se battre, il ne se bat pas. Il y a des gens en Afghanistan qui ne sortent pas de la caserne. Il est en train de me dire qu'on est en train de s'embrigader. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Moi je veux bien débattre, mais pas avec des contre-vérités absolues. C'est vous qui faites une contre-vérité. L'OTAN aujourd'hui, c'est tout sauf automatique. C'est une boîte à outils qu'on utilise. Nous constatons un désaccord. Nous constatons un désaccord. Nous constatons un désaccord. Qu'est-ce qu'on fait? Vous terminez parce que l'émission se termine aussi. Je vous emmène la semaine prochaine en Afghanistan. Vous allez me parler. Je vous vois très bien tous les deux en Afghanistan. Ah oui, ça va être intéressant. Allez-y. L'article 2 de l'OTAN prévoit qu'il y a une automaticité d'intervention. Écoutez-moi. Lorsque l'un des États est attaqué, tous les autres réagissent. Donc Serge, excusez-moi, mais ça a de l'importance. Quand on décide de faire entrer la Géorgie et l'Ukraine... L'article 5 n'est pas automatique. D'abord, c'est l'article 5, pas l'article 2. Allez, et la clause de sécurité n'est pas automatique. Vous ressemblez à ceux que vous défendez. Parlez tout seul. Quand on parle de sujets aussi graves, on sait de quoi on parle. Mais Pierre Lelouch, je constate que rien ne vous réconciliera. Oui, exactement. Exactement, voilà ce que vous êtes. C'est ça l'argument, CIA. Oui, c'est ça, parce que vous m'empêchez de parler et vous empêchez d'avoir un débat argumenté. Je suis peut-être CIA, mais vous êtes un pauvre type, Mélenchon. Bon, c'est sur ces... N'importe quoi. Bon, là, ça, comme niveau de débat, c'est CIA. On s'en tient là. Mais tenez-vous en fait. Acceptez un débat argumenté au lieu de vociférer. C'est minable. Messieurs, Bernard Guetta termine. Minable. On sera au 19e siècle, je vous convoquerai en duel et je vous flinguerai. Et ce serait mérité. Bon, malheureusement, je peux pas. Bon, Pierre, ça y est maintenant. Non, parce que c'est honteux. Nous sommes dans un havre de paix ici. De dire à un autre parlementaire de la nation qu'il est un agent de l'État. C'est inacceptable. Je n'accepte pas. Je vous demande de retirer ça. C'est honteux. Je ne retire rien du tout. Vous êtes aligné sur la CIA. Pauvre type. Vous ne laissez pas parler, vous ne laissez pas argumenter, vous hurlez, l'Atlantique Nord. Vous hurlez, et la clause de l'article 5 n'est pas automatique. En Afghanistan, rien n'est automatique. Ne dites pas de contre-vérité. Si à part la barbarie, ça c'est automatique. Bernard Guetta, cher Bernard. Écoutez, cher ami, en deux phrases, je pense pour ma part, contrairement à Pierre Lelouch, que le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN n'est pas une bonne décision, mais qu'elle est un contretemps, non pas une catastrophe absolue, non pas du tout que la France soit menacée d'être enrégimentée ou quoi que ce soit, mais en revanche, un contretemps absolu, parce que comme l'a très bien dit Jacques Attali à l'instant, oui, très bien dit. Non, heureusement, parce que je pensais qu'on allait recommencer. Sérieux, une seconde. Bon. Jacques Attali. Alors, comme l'a très bien dit, je le répète, Jacques Attali, à l'instant même, l'OTAN est historiquement dépassée, tout simplement. C'est-à-dire que nous rejoignons une organisation dont la raison d'être n'est plus absolument... J'ai écrit exactement ça dans mon livre. Et je vous attaque. Enfin, c'est incroyable. Bon, alors ça va. Le Louche parle, vous vous taisez. Non, je ne comprenez pas. Ah bah si, quand bien. même. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui ai droit à ce traitement-là. Mais c'est la cour d'école. Bon, donc, il est dommage, mais pas catastrophique qu'on ait rejoint l'OTAN. En revanche, moi, je verrai sur la scène internationale plusieurs, je dirais, petites lumières. La première,
Oui. Oui, Non, absolument, absolument. La première, elle est absolument fondamentale. C'est que non seulement les États-Unis ont tendu la main à l'Iran, on proposera un dialogue, mais que les réactions iraniennes sont loin d'être négatives, qu'on voit bien qu'il y a plus qu'un intérêt. Deuxièmement, le nouveau président américain a compris qu'il était totalement stupide de continuer la politique agressive vis-à-vis de la Russie, agressif politiquement, pas militairement, mené par son prédécesseur. Le ton a complètement changé, est en train de complètement changer dans les relations entre les États-Unis et la Russie, et c'est une bonne chose. Et troisièmement, d'une manière générale, je dirais que le monde en revient par peur de la crise, par peur de tous les dangers, à beaucoup plus de sobriété dans les relations internationales, et qu'il y a là un élément d'espoir, pas plus qu'un élément d'espoir, mais un élément d'espoir. Cet élément d'espoir, vous le partagez. Pour terminer, juste un mot. Vous pensez que le monde a changé depuis hier? Est-ce qu'il y a un... On n'a pas parlé du continent qui va être l'acteur majeur du XXIe siècle, c'est-à-dire l'Afrique. Ça sera peut-être une autre émission parce que c'est là où va se jouer beaucoup de choses, et c'est eux qui vont souffrir le plus des différentes turpitudes dont on vient de parler. Merci beaucoup. Un élément d'espoir. Moi, je trouve que l'enchaînement des conférences de ces 2 dernières semaines est en fait en train de conduire la communauté internationale vers beaucoup plus de consensus, et sur les problèmes financiers, et sur les grands problèmes stratégiques de l'heure. Et je m'en réjouis. Merci. Un mot. Il faut avoir l'optimisme de l'action, mon cher. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, je sens que vous en avez envie, vous aussi. Vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Riposte, merci beaucoup Jacques Attali. Je vous renvoie à votre livre « La crise après ». Merci Pierre Lelouch, je vous renvoie à votre livre « L'allié indocile ». Ne recommencez pas. Riposte, ne recommencez pas. Riposte sera rediffusé ce soir à 22h20, à dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci.